cette tenue, tu la mets aussi pour d'autres occasions? Non, je le mets que pour les concours et les photos. C'est toi qui l'as choisi? C'est maman et mamie qui l'ont fait. Mais il faut vivre avec son époque. Hein. De toute façon, maintenant, en 2012, faut suivre la mode. Il n'y a pas... Bonsoir. Aujourd'hui, tout est prétexte à compétition et notre pays en détient la palme. Concours de beauté à tout âge, élection du plus bel animal, démonstration de son savoir-faire. Nous avons suivi à travers la France entière les candidats pendant les préparatifs jusqu'à l'affrontement de la finale. Mais qu'est-ce qui les pousse tous à viser la plus haute marche du podium? Coucou! Allez, debout. Ils ont entre 10 mois et 2 ans et derrière ces candidats en couche-culotte, il y a surtout des parents qui espèrent décrocher pour leur progéniture le titre du plus beau bébé. On vote avant tout pour une bouille à bisous, comme je dis. Elles sont de plus en plus jeunes à arpenter les podiums des concours de mini-miss. J'ai 7 ans. En fait, on a fait le même modèle que Adriana Carambeu. Ces élections font aujourd'hui l'objet de vives polémiques. Est-ce vraiment la place des petites filles? Le concours de Super Mamie est lui plus consensuel avec des grands-mères dans le vent. Les petits jeunes qui regardent une mamie de 63 ans, ça fait plaisir. Depuis 2 ans, les canons de beauté ont changé avec l'élection des Miss Rondes. Avant minuit sera élue Miss Ronde France. C'est presque intimidant, quoi. On n'a pas l'habitude. D'habitude, c'est pas nous qui passons à la télé. On l'a gagné! Les animaux aussi ont droit à leur quart d'heure de célébrité. On était tous sensibilisés pour qu'il soit gagnant. On en est où dans les votes? Et elle a eu le temps cette journée-là. Les Médor, Cador, Greffier et autres Miss Tigris sont devenus des stars. Tu vas dire aux Monégasques à quel point tu es fier d'être un bleu russe. Oh oui, tu vas être content. À travers eux, ce sera pour nous l'occasion de tenter de comprendre ces autres animaux étranges que sont les humains. Si un homme m'avait dit tu choisis entre ton Afghan et moi, j'aurais dit que tu peux faire tes valises. Mais les concours ne se limitent pas au paraître. Ils célèbrent aussi l'excellence. Ils sont nombreux à vouloir décrocher le titre de meilleur maître d'hôtel ou premier pizzaiolo. Je veux absolument réussir et réussir le meilleur de ma pizza. Ah, c'est marqué sélectionné. Ah ouais, parce que ça pourrait être éliminé. Tout aussi recherché, le championnat de France de danse sportive. Et c'est vrai qu'il faut garder le rythme. On a dansé vraiment peut-être à 90% de ce qu'on peut. C'est génial. Et pour commencer, place au concours de beauté, tout âge confondu. À première vue, cela ressemble à une réception mondaine. Mais il suffit de passer entre les coupes de champagne et les petits fours pour comprendre que nous sommes au concours le plus mouvementé, celui du plus beau bébé de France 2012. Là, on a plutôt l'impression d'être dans une fête pour petits. Ça fait pas du tout concours. C'est un garçon, il est beau, il est beau. J'ai inscrit Orphée, elle avait 11 mois, aujourd'hui elle en a 16 et certains bébés ont 32 mois aujourd'hui. Elle est encore toute petite, elle marche à peine, donc on espère que ça va faire craquer tout le monde. Voilà. Ce concours est un enjeu pour Jennifer qui s'y prépare depuis 6 mois. Nous l'avons rencontrée chez elle à Thonon-les-Bains quelques jours avant la compétition. Avec ses yeux bleus azur et son sourire ravageur, Orphée, 16 mois, a tout pour remporter le titre. Donc on essaye de ne pas les déguiser. Vous voyez des petites filles de 3 ou 4 ans qui sont déjà maquillées, qui ont du vernis sur les ongles. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je trouve que chaque âge a son temps et on n'a pas besoin d'anticiper sur ce qui va se passer après. Et d'ailleurs, Cadom sera le seul et unique concours que je ferai avec elle. Ça, c'est certain. Allez, debout. Pour moi, elle est à 400%. Le bébé Cadom comme on l'imagine, elle a la blondeur et les yeux bleus. C'est vrai que c'est comme ça qu'on imagine un bébé Cadom. Oui, puis en plus, elle a un petit côté clown qui est... Quand elle s'y met, on la tient plus, quoi. C'est trop mignon. Orphée ? Hein ? C'est sur Internet que la sélection des bébés s'est effectuée. Parmi 40 000 participants, 11 finalistes ont été choisis par les internautes. À la veille du concours, à Paris, les bouts de chou et leurs parents se retrouvent dans un restaurant pour faire connaissance. Mais au fait,
À qui cela fait-il vraiment plaisir? Aux parents. Aux parents dans un premier temps. Qui réalisent pas. Ouais. Et puis les enfants sur place, je pense ils passent un bon moment. Et qu'est-ce que tu vas faire demain alors? Je vais jouer. Et le lendemain, il est temps d'aller jouer au Théâtre des Variétés devant un jury composé entre autres du premier bébé qu'a donne élu en 1925, Maurice Aubréjean, de Francine Leca, chirurgien cardiaque pédiatrique, et de Sylvie Tellier, directrice de Miss France. Les codes sont complètement différents de Miss France, heureusement, parce qu'on n'est pas là pour juger la beauté ou pas du tout. On vote avant tout pour une bouille à bisous, comme je dis. Et ce n'est pas tout nouveau. Déjà, au début du siècle dernier, on élisait le plus beau bébé de France. Il devait être joufflu. Et l'on a dû tirer au sort pour désigner la plus jolie. Car à cette époque où la mortalité infantile était élevée, être rond et potelé était synonyme de bonne santé. La pesée était donc incontournable. Épreuve remportée haut la main par Maurice Aubréjean en 1925. Il paraît que j'étais beau. Tous les gens qui fréquentaient ma famille le disaient. Alors mes parents disaient, mais non, mais nous sommes des pauvres gens, on n'a aucune chance, on travaille dur, on n'a que de la poisse, c'est pas possible. Ils ont tellement bien persuadé mes parents qu'ils m'ont présenté. Et puis comme j'étais beau, j'essaie encore de me maintenir, j'ai été élu, voilà. Mes parents, ils ont suspendu le diplôme dans le couloir d'entrée. Et bien souvent, ma mère me disait, tu vois Maurice, tu as une bonne étoile, tu as quelque chose, tu réussiras. Et c'est comme écrivain et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale que Maurice Aubréjean s'illustre depuis bientôt 50 ans. Mais c'est au tour de nos petits finalistes de montrer leur talent. Là, les enfants ils commencent à être un petit peu fatigués, donc on a hâte d'aller sur scène et puis de présenter les enfants. Donc on s'assoit, puis on attend tranquillement notre tour. Je vais appeler Léo, bébé cadom du mois de février, avec sa famille à venir nous rejoindre. Et pendant 1 heure, les concurrents défilent dans un certain, désordre, car encore une fois, les bébés n'en font qu'à leur tête. Est-ce que toi tu veux dire un petit truc dans le micro? Moi ça fait la tantinette. Le passage devant les jurés, ça s'est bien passé. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'elle les a fait craquer. Mais est-ce qu'elle les a fait craquer autant que les autres, ça je sais pas. Justement, c'est l'heure des délibérations. Et en attendant de savoir quel bouille à bisous sera élu plus beau bébé de France, nous nous rendons au concours de Mini-Miss qui se tient au même moment à Paris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et membres du jury, bonjour. J'ai 6 ans. J'ai 7 ans. J'ai 9 ans. À l'âge où d'autres jouent avec leurs poupées, ces petites filles âgées de 7 à 9 ans rêvent étrangement de défilés de mode et de podiums. Si je suis élue, je serai très heureuse et fière d'être Mini-Miss. Le plus important, c'est de participer, mais c'est pas grave si je gagne pas. Les discours ne sont pas tout à fait au point et la démarche pas toujours très assurée. Toutes ces graines de Miss sont arrivées tôt le matin pour se préparer. Ce samedi-là, elles sont 120 à concourir pour l'élection de Mini-Miss nationale. Elle vient de Bruxelles, donc elle a déjà gagné le concours de Mini-Miss Personality en Belgique. Et c'est un défi pour plus tard, si elle veut faire un avenir dans la mode et tout ça. Mais il faut commencer par payer 30 € par adulte pour assister au défilé de son cher enfant. Eh oui, mais bon, c'est pour ça lui plaît, c'est son bonheur, voilà. Et la Madame de Fontenay au masculin et sans chapeau de ce concours, c'est depuis 13 ans Michel Le Parmentier. J'ai créé l'élection des Mini-Miss en 89. Et on a vraiment innové quelque chose qui venait des États-Unis, qui n'était pas très bien accepté en France, parce qu'on était un petit peu trop tôt. Ah, bouge pas. On est parti du principe qu'à partir de 7 ans, la petite a l'âge de raison, donc c'est elle qui demande, alors qu'avant, c'est la maman qui demande et qui force, entre guillemets, la petite à se présenter. 7 ans. Mais est-ce vraiment l'âge où les enfants décident seuls de participer à ces concours ou est-ce l'organisateur et les mamans qui s'expriment? Déjà, on est fiers. Puis faire montrer des photos, les défilés à toute la famille, c'est vraiment quelque chose de bien. Même les grands-parents, tout ça, sont tous fiers des petits-enfants. J'ai 5 enfants, j'en ai 5 qui concourent.
D'ailleurs, les familles ne reculent devant aucun sacrifice quand il s'agit des robes de leur princesse. En fait, on a fait le même modèle que Adriana Carambeu. En dessous, c'est la robe de mariée de ma belle-sœur. Et on a été acheter 26 mètres de tulle et puis les couturières, ils y ont fait ça. Et ces robes coûtent combien ? 300 €. La robe, un peu plus de 200 €. Faut compter 250 €. C'est la robe, c'est un petit peu dur à mettre parce que ça passe pas bien au niveau des fesses. Il y a des robes que je vois sur des petites filles que j'aurais même pas imaginé voir sur des grandes personnes. C'est vraiment très... Mais bon, moi je suis contente de mon travail. C'est vrai qu'on est loin des robes en dentelle des concours d'autrefois où les petites filles voulaient ressembler à l'enfant star des États-Unis, Shirley Temple. Quel sera le sosie de Shirley? Bravo, très bien. Première, mademoiselle Ginette Marbeuf-Auger de Paris. Aujourd'hui, parmi toutes ces aspirantes au titre de mini-miss, Chloé est une habituée. Maman, c'est quoi le discours déjà? Mesdames, mesdemoiselles, je remercie tout le monde. À 9 ans, elle a déjà participé à plus de 70 concours et autant dire que sa mère Stéphanie est une professionnelle de la coiffure. Le chignon, il est indispensable pour la robe de soirée. C'est un ensemble, en fin de compte. On ne peut pas mettre la robe de soirée sans chignon ou vice-versa. Pas le tour en voiture. Les gens, vous préparez vos billets roses, s'il vous plaît. Et c'est parti. Comme pour les grandes, un premier passage en robe, un autre en tenue d'huile. Sans oublier l'indispensable discours. Je me présente, je me prénomme Chloé, je suis âgée de 9 ans et j'habite à Calais. Mes passions sont les miss ainsi que la photographie. Plus tard, je voudrais être vétérinaire. Mais sur quels critères ces petites filles sont-elles jugées ? Il y a un peu de tout, il y a le naturel, le sourire, le discours, parce que c'est pas mal quand elles s'expriment quand même. Bon, il faut que ça reste assez mignon, c'est des petites filles, il faut pas aller dans l'excès. Bonne chance à toutes les candidates et bonne soirée. Impeccable, tout s'est bien passé, comme d'habitude, elle a assuré. À Calais, 3 jours avant le concours, nous avons rencontré Chloé. C'est dans ce petit pavillon modeste qu'elle vit entourée de ses 2 frères, de sa mère coiffeuse en congé parental et de son père ouvrier contrôleur. Ah, c'est bon, tout changer. Avec ses 66 écharpes remportées au concours de mini-miss, Chloé est déjà une petite vedette locale. Chloé, tu descends? C'est le monsieur du Nord littoral. D'ailleurs, ce mercredi, un journaliste vient interviewer la petite fille. On a l'habitude de la suivre puisqu'elle fait pas mal de concours de mini-miss. Elle a commencé très tôt. Qu'est-ce qui te plaît dans ces concours? Quand on m'appelle Miss, ou première dauphine sur le podium, et quand je me présente, j'ai l'impression d'être importante. Le premier concours, elle avait 4 ans et demi, c'est moi qui l'ai inscrite. Parce qu'elle voulait toujours faire des photos, défiler, elle jouait à la petite Miss chez elle en fin de compte. Donc on l'a inscrite, on lui a mis une robe de petite fille d'honneur d'un mariage courte. Elle est montée sur scène à 4 ans et demi, elle a roulé du popotin, elle a pris le micro qu'elle savait même pas qu'elle devait défiler, qu'elle devait parler, elle a parlé au micro comme si elle avait fait ça En fin de compte, elle a écouté ce que les autres ils ont fait, puis elle a fait pareil. Elle est tombée sur scène, elle s'est relevée, et dès le premier concours, elle était sur le podium. Comme toute mini-miss qui se respecte, Chloé a de nombreuses activités. Tendu vos jambes, se grandit, jambe droite au-dessus. Pointe le pied, Chloé. Étire. La danse pour s'entretenir. Allez, on y va. Mais aussi d'inévitables séances de pose photo en véritable professionnelle pour compléter son book. C'est une fierté, j'aime bien l'admirer quand elle pose. Allez, on y va. Elle fait partie de 2 agences de mannequins pour enfants, mannequins juniors. Elle voulait tout le temps se voir dans les catalogues. Quand elle regardait les pubs, elle dit un jour ça sera moi. Je dis oui, peut-être. Beau sourire. Très bien. Super. Cette tenue, tu la mets juste pour les concours et pour les photos ou tu la mets aussi pour d'autres occasions? Non, je le mets que pour les concours et les photos. C'est toi qui l'as choisi? C'est maman et mamie qui l'ont fait. Mais il faut vivre avec son époque. Hein. De toute façon, maintenant, en 2012, faut suivre la mode. Il y a pas... Vous ne voyez que l'aspect moderne. Vous ne voyez pas l'aspect sexué. Voilà. Pour nous, c'est la mode, mais c'est vrai que ça fait petite femme. On y va. Très bien. Et c'est vrai que les codes vestimentaires des enfants ont changé. Cette tendance hypersexualisée est au cœur d'une polémique depuis qu'en décembre 2010, un magazine de mode a publié des photos de fillettes maquillées dans des postures suggestives.
La sénatrice Chantal Joanneau s'est d'ailleurs vue confier en 2011 par Roselyne Bachelot, alors ministre, une mission de réflexion sur ces dérives. C'est un ensemble de choses qui font que, voilà, et sur les matières, et sur les couleurs, et sur le fait que vous avez aujourd'hui des sous-vêtements qui sont des soutiens-gorge ampliformes, sur les talons pour les petites filles, sur les chaussures. Il y a des tas de sujets sur lesquels, effectivement, on doit aujourd'hui intervenir. Je suis totalement opposé à ce qu'on amène comme ça des petites filles, qu'on excite des petites filles autour du fait de les déguiser en femmes comme si c'était quelque chose de normal. C'est-à-dire comme si c'était à travers ça qu'elles allaient trouver leur identité. Depuis toujours, les petites filles, elles ont mis les talons aiguilles de leur mère, elles ont volé leur robe dans le placard pour se déguiser en femme. Mais on se déguise en femme. Là, il n'y a pas une idée de déguisement. On a l'impression que c'est normal pour ces petites filles d'être comme ça, maquillées, coiffées, habillées. Et c'est donc comme ça qu'elles vont commencer à se voir. Regardez bien, membre du jury. La valeur d'une femme comme la valeur d'un individu, c'est pas sur du rouge à lèvres et c'est pas sur un décolleté que ça se joue. Un phénomène poussé à son paroxysme aux États-Unis dans les concours de mini-miss où les enfants défilent déguisés en adultes. En France, sous peine de voir ces concours interdits, Michel Leparmentier a imposé un règlement plus strict. Gloss transparent, Oui. paillettes uniquement. D'accord. Pas de maquillage, ni aux yeux, ni poudre, ni mascara. C'est l'équipe est là-bas de D'accord, maquillage. bon, les filles sont là-bas de toute manière. Voilà, donc sans Et ça, par contre- elles observent et elles sont obligées de démaquiller s'il y en a qui sont maquillés. Nous, on a exclu les histoires d'argent, il n'y a rien à gagner, c'est un divertissement. Pas de maquillage, pas de tenue adulte, pas de talons hauts et surtout pas de maillot de bain. Tout ce qui peut être en dehors de minimis, ce sont des concours sauvages que nous ne contrôlons pas. Avant de concourir à Paris, Chloé participait à ces concours régionaux où tout était permis. Donc ça, c'est un book qu'on a payé à Chloé, un book professionnel. Donc là, il y a 2 ans. Tu aimais? Non. Non, mais quand tu la mettais, je parle. Ah oui, quand tu la mettais. Je sais même pas ce que tu mettais. Bah si, à 6 ans, Chloé, là, t'avais 8 ans. 7 ans. Tu savais quand même ce que t'avais sur ton dos. T'aimais bien ta tenue? Bah oui, c'est la tenue que Martine avait fait, ça. C'était assez excentrique au niveau des tenues. C'est sexy, vous comprenez quand même. Maintenant, je comprends. Stéphanie. Quand j'ai fait les photos, je ne comprenais pas. 2 ans en arrière, je me disais, non, il y a 2 ans en arrière, voir son ventre, et puis bah non, nous, on lui mettait des collants un peu résine, mais bon, on trouvait dans les magasins d'enfants, mais ça nous semblait pas bizarre. Critique, j'en ai déjà eu, même par des parents, ça a failli porter assez haut. On a calmé un peu le jeu, mais... Sur son blog, une photo en maillot de bain, il disait les pédophiles doivent s'amuser devant ta photo, quoi. Vraiment des messages. Ou alors, plaignez-vous pas quand vous retrouverez votre fille violée au coin de la rue. Mais bon, on est tous dans la même catégorie. Tout le monde a reçu ces messages-là et des menaces. Il n'y a pas que Chloé. Malgré les critiques, Chloé reste l'orgueil de toute la famille. On en parle à tout le monde, puis tout le monde en parle. C'est une fierté de toute façon. Même dans les journaux, moi, mes collègues de boulot, quand ils la voient dans le journal, tout de suite, ils mémés, on met dans mon casier. Elle est connue, c'est son plaisir à elle. Dans la chambre de la petite fille, où les murs sont tapissés, et ça ne peut s'inventer, de posters de l'idole la plus sexy, Marilyn Monroe, tous ces trophées y sont exposés. Sa robe de concours, mais aussi des couronnes par dizaines. J'en ai 3 là-bas. Là, j'ai tout cela. J'en ai encore dans le bac. Et toutes les copines de Chloé sont aussi des mini-miss. Oui. Des fois, on se retrouve dans les mêmes catégories, etc. Là, c'est un maillot de bain. C'est ton premier concours? Non. Un maillot de bain, oui. Ouais. Dans cette chambre, seul un poupon nous rappelle que nous sommes avec des enfants. Je demande toujours des jouets, mais je joue jamais avec. Ça vous plaît pas d'être petite fille? Si, mais c'est long, en fait. On a envie de vivre d'autres choses, en fait. D'avoir un bébé, déjà. Il faut déjà avoir un copain. Ouais. Vous faites ces concours, vous jouez à être plus grande? Ouais. Sur les podiums de Miss, c'est encore plus grand. Ouais. C'est maintenant l'heure de la remise de couronne. Et autant dire qu'avec 120 participantes, il faut du temps à Michel Leparmentier pour comptabiliser les votes. Il faut faire ça vite, il ne faut pas se tromper. Un petit peu long d'attendre, on a un peu froid, mais bon...
faut espérer que ça dure plus très longtemps. Voilà. Alors, qui a gagné cette catégorie des 7-9 ? La gagnante de cette catégorie est la candidate numéro 56, Chloé. Voilà, applaudissements pour cette catégorie des 7-9 ans. Contente, enfin première. L'heure est beaucoup moins solennelle pour nos 11 plus beaux bébés de France à l'approche des résultats. Le bébé Cadom 2012 est... Zoé. Réaction de l'heureuse gagnante. Elle a gagné 6 000 €, bloqués sur un compte jusqu'à sa majorité, et un nouvel équipement pour sa chambre. Mais à quoi tient sa victoire? Je crois que j'ai voté pour Zoé. Quand il a fait son tour de table, à un moment, elle a fait un sourire absolument ravissant. Voilà. Quand ils ont annoncé son nom, je ne savais plus si c'était ma fille ou si c'était quelqu'un d'autre. Et bon, j'y suis allé, mais je suis très content. Et ça va avec l'évolution de la société, j'imagine, la mixitude et puis le métissage. Donc, je suis avant tout français, je suis né en France, donc non, c'est une fierté d'avoir gagné tout court. Tout le monde m'a dit qu'elle était super jolie, qu'elle était craquante. Tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception, donc on est un peu déçus d'avoir perdu. C'est comme ça, c'est le jeu, il y avait une chance sur 11, donc voilà. Je suis un petit peu dégoûtée d'avoir fait tout ça pour rien. C'est comme ça. Paris, porte de Versailles, se tient la 2e édition d'un tout nouveau concours. Ce soir sera élue la toute nouvelle Miss France 2012. Un petit cri de guerre. Un jury présidé par l'actrice et réalisatrice Charlotte de Turckheim a la charge d'élire cette Miss d'un nouveau genre. Comme je viens de réaliser un film qui s'appelle Mince alors, qui parle du poids, du corps, des rondeurs, etc., c'est vrai que je suis très au fait, si je puis dire, de ce sujet. Et c'est parti pour une élection atypique. Avec un présentateur dynamique, des écharpes à l'effigie de 21 régions françaises, le tout dans une ambiance de boîte de nuit. Avant minuit sera élue Miss France. L'année dernière, c'est Aurélie Philippe qui a remporté ce titre. Toutes les filles ce soir sont belles, je leur apporte tout mon soutien et cette aventure, elle a été pour moi un rêve. Ce concours serait-il un pied de nez à l'inoxydable Miss France ? Une femme qui fait une taille 36 ou 56 peut très bien représenter la France de la même façon. On est glamour, on est sexy, on a du potentiel. Elles sont Miss France, on est Miss Monde, mais c'est vrai qu'à l'avenir, ce serait bien qu'il n'y ait qu'une seule Miss France, avec les rondes et les plus fines mélangées entre elles. À cette élection, on l'aura compris, pas de taille mannequin pour ces 21 candidates aux allures de divas voluptueuses. Mensuration 95, 90, 130. Je pèse 115 kilos. Ici, pas de limite de poids ni d'âge. 5, 6, 7, 8 en regardant ses bras légèrement. Et dès que vous êtes devant le jury, sourire. Elles sont belles, elles sont lumineuses, généreuses, sulfureuses. Elles sont rondes et fières de l'être. Elles nous rappellent que l'élégance n'est pas qu'une affaire de taille. Là, ça commence à monter. Par contre, j'avoue, le stress monte. Motivation, plein de courage, d'accord. Comme pour nos Miss France, nos candidates vont devoir affronter le jury lors de 3 passages. Et si ces femmes défilent aujourd'hui, c'est à l'initiative de l'organisateur et non moins psychothérapeute Thierry Frézard. Je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'en se montrant, on s'accepte plus. Pour les personnes qui sont rondes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne bougent plus, elles ne sortent plus, elles ont peur de sortir. Avec un concours, on est obligé de sortir. Donc là, c'est un concours thérapeutique. Voilà, c'est un concours thérapeutique. C'est réellement ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'à chaque fois, toutes les filles qui sortent du concours soient beaucoup mieux. Et c'est ce qui arrive à 80% des filles. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et qu'il y ait autant de journalistes
On est dans le feu de l'action et sous les feux de la rampe, quoi. C'est presque intimidant, quoi. Parce qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude, c'est pas nous qui passons à la télé. Avant d'être des rondes, on est des femmes, parce que dans Femmes rondes, il y a femmes. Faut pas l'oublier. Miss Lorraine, je la veux dans la ligne. T'as pas le gilet? Excusez-moi, je me remets mes seins en place. On a un body, chacune soit noire, soit blanc. Et après de la lingerie, soit noire, soit blanche par-dessus. On est sensuel, c'est exactement ça. Vous n'avez jamais vu autant de si belles poitrines. Voilà, les femmes rondes sont défilé. pupeuses, sexy et très très jolies en sous-vêtements. Un feu d'artifice en un jour, un énorme amour. Et toi, maman, je te dis bonjour, alléluia. Alléluia, maman, j'ai tellement d'amour pour toi. Je veux chanter, danser comme toi. Dernière épreuve où chacune de ces femmes exprime leurs revendications, le discours. Aider à faire en sorte que les ronds fassent partie aussi de notre société sans être montrés du doigt. Et c'est pas une question de taille, c'est pas une question de couleur, de poids, de forme. Le tout, c'est de s'assumer. Et c'est en pleine délibération que nous retrouvons le jury. Moi, j'ai beaucoup ressenti l'émotion et la souffrance, et aussi la joie d'être dans un défilé de mode et d'avoir enfin accès à une sorte de reconnaissance qui visiblement leur fait un bien fou, quoi. Sur fond de musique techno et de bulles de savon, c'est Iseline Blanchon, 29 ans, qui est couronnée par Miss Ronde 2011. Et maintenant, que va-t-il se passer pour elle? Pour l'instant, ça va être des interviews, des photos et puis après on verra. Qu'est-ce que vous avez gagné là, vous savez? Pas encore. Mais nous le savons, ce seront des cadeaux pour une valeur de 6 000 €. Ce qui est bien, c'est de dire je suis ronde, je fais du 44 ou du 46 et j'en ai marre de rien trouver dans les magasins, ce qui est mon cas. Après, ce qui n'est pas une bonne idée, c'est de faire croire que quand on a 40 kilos de trop, que c'est formidable, que big is beautiful. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un vrai danger de santé à être comme ça. Et je trouve qu'il ne faut pas se mentir et se faire croire que c'est merveilleux. Direction Nice. Très prisée pour sa douceur de vivre, ses palmiers, ses vieux palaces et sa fameuse promenade des Anglais, cette ville est la destination préférée des seniors. Alors, ce n'est pas un hasard si l'élection de Super Mamie 2012 se déroule ici. Vous savez, il y a encore de très très belles mamies. Hein. Oui. Donc ils méritent bien d'être sélectionnés. Hein. Oui. À la veille du concours, les 9 mamies finalistes sont en pleine répétition de l'ouverture du show. Et ce n'est pas gagné. C'est pas facile, et puis nos âges, on enregistre moins aussi. Hein. Oui. Tu avances en même temps que moi. Là, vous avez les deux extrémités. Voilà, la super mamie plus jeune et la super mamie 78 ans et 53 ans. 79. Ça pourrait être ma maman, mais on est super mamie toutes les deux. Car le seul critère de sélection est d'être une grand-mère dynamique, à l'image d'une ancienne super mamie, Marie-Claire Janssen. J'arrive de l'île de la Réunion pour soutenir les super mamies. Nous, les seniors, il faut aller de l'avant. Nous ne sommes plus les mamies tablier casseroles, c'est ce que je dis toujours. On est des super mamies actives. Et qui viennent de la France entière. Super mamie de la Guadeloupe, presque 3/4 de siècle. Super mamie de la Gironde, 63 ans depuis le 11 mai. Super mamie de la Loire, 72 ans et demi. Super mamie Île-de-France, 60 ans et demi. Ce concours est présenté par Sophie Darel, la fameuse partenaire de Guy Lux dans de nombreuses émissions de variété, et Fabienne Ollier, l'organisatrice de l'élection.
J'ai créé ce concours il y a 16 ans. Alors c'est vrai qu'au départ c'était une aventure parce que quand je parlais de Super Mamie, tout le monde me regardait avec des grands yeux en me disant tu vas pas les mettre en maillot de bain. Et l'idée c'est de montrer que quand on est toujours en activité, eh bien ça pousse à aller toujours plus loin. Mais c'est une façon de bien vieillir, oui. Allez, hop, on va manger. Mais si ce concours est bon enfant, il n'en reste pas moins une compétition. Oui, on espère toutes qu'on aura ou la meilleure chorégraphie ou le meilleur chant. Et puis, on se fait un peu nos pronostics à nous. Entre nous, on dit qui c'est que tu vas gagner et tout. Il n'y en a pas une qui est d'accord. Donc, ça fait que ça laisse les chances à tout le monde. Voilà. Vous voyez gagner qui ? Je peux peut-être le dire avant. Pour moi, ma grande ennemie, c'est Noël. Pour l'instant, Noël et Martine déjeunent à la même table. On est des mamies. On ne vient pas faire un concours de beauté, savoir si on est la plus belle, la plus canon ou je ne sais pas quoi. On est là parce qu'on a du cœur, parce nous sommes toutes des mamies et on est là pour ça. On le fait pour nous. Même quand on nous aussi, regarde, même quand on soit mariés, on est content quand on nous regarde. On nous dit oh, vous êtes mignonne. Qu'ils nous disent pour votre âge, ça c'est moins marrant. Mais bon, mais c'est gentil quand même. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. C'est pas pour vanter, mais des petits jeunes qui regardent une mamie de 63 ans, ça fait plaisir. Et ça m'arrive. Mais plus jolie. Rester coquette pour cette ancienne vendeuse est une priorité. Alors Nicole choisit avec beaucoup de soin les tenues qu'elle portera sur scène. Bon, je vais préparer, je sais pas ce que je vais mettre demain. En fait, parce qu'on est une mamie, on devrait avoir la robe à fleurs, les petits bigoudis. Eh bien non, maintenant, je mets des strings aussi de temps en temps. Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est pas la culotte en coton comme on avait avant. Mais pour autant, Nicole n'est pas prête à tout pour rester jeune. Moi, la chirurgie, c'est pas mon truc, parce que je dis que j'ai attendu tellement de temps pour avoir mes rides. Maintenant que je les ai, je ne vais pas les sortir. C'est marrant parce qu'après, tout le monde se ressemble. C'est bizarre, mais on a les mêmes têtes. Celles qui font des liftings, elles se ressemblent toutes. Le lendemain matin, jour du concours, c'est l'effervescence dans les coulisses. Je suis habillée le costume local, traditionnel. Alors, il y a le jupon en dentelle, la robe de grand-mère, les colliers choux. Principe de ce concours, un premier passage où les mamies montrent leur talent et un second réservé aux témoignages de leurs enfants et petits-enfants. Enfin, moi, j'ai pas le trac. Moi aussi. Et pour les juger, de nombreuses personnalités se sont déplacées, comme la navigatrice Florence Artaud, les chanteuses Julie Pietri, Stone et la comédienne Marthe Mercadier. Le propos, c'est de célébrer des femmes qui ont fait une vie et qui montrent un exemple et une leçon de vie en tant que femme et grand-mère. Ce qui est important, c'est ce qu'elles font pour leur famille et aussi surtout pour les autres. La plupart sont bénévoles dans plein d'associations. Voilà, je vous laisse, on va y aller. À tout de suite. Pas de spectacle sans supporters. D'ailleurs, Martine va accueillir un impressionnant comité de soutien. 120 personnes de son village dans la Drôme ont fait 450 km pour l'encourager. Pour Martine, c'est elle qui doit gagner. Vous y croyez là ? À fond, à fond. On n'a pas fait tant de kilomètres pour rien, je pense. Hein. Donc, on est là pour la soutenir. Ils ne sont pas les seuls. Les proches de Simone sont arrivés en force et en nombre de Bretagne. Mamie Simone! Je vais faire ce que je vais pouvoir. Hein. C'est la meilleure et elle est toujours là pour nous. Elle a 8 enfants, 22 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Alors, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Et dans la salle, c'est à qui hurlera le plus fort le nom de sa mamie préférée. Martine ouvre le bal avec un numéro de mambo. Ambiance boîte de nuit pour Noël et son petit-fils. Nicole, elle, a choisi un style plus chaloupé.
Mais ce qui va réellement départager nos candidates, ce sont les messages d'amour délivrés par leurs proches. Ma grand-mère, chaque instant passé avec toi est un moment de bonheur. Tu es une femme, une mère, une mamie formidable. Et on voudrait te le prouver de toutes les façons qu'il soit. Et on voudrait te dire que l'on t'aime énormément. Écoutez, c'est joli tout ça. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Je voulais dire que il faut dire aux gens quand ils sont vivants qu'on les aime. Et ben moi je t'aime et je te souhaite une bonne fête des mères. Le jury est maintenant prêt à rendre son verdict. Qui sera élue super mamie de l'année? Ça monte. Voilà, c'est fini, le challenge est fait, maintenant les dés sont joués, et voilà, c'est bien. Et on les applaudit. Allez, on y va. Wouh. Qui est la super mamie France 2? Mademoiselle de la Côte d'Or. C'est donc Noël qui, à 59 ans, remporte le titre, aux grandes dames de sa rivale Martine. Je l'avais bien dit, mais je pense que le fait déjà d'être passée première, je pense que déjà après, c'est un peu pénalisant. Mon truc en plume des oiseaux, des animaux. Mon truc en plume. Tout le monde veut son quart d'heure de gloire, tout le monde veut son quart d'heure de célébrité, tout le monde aspire à ça. On voit bien que tout est tourné vers ça, vers le culte des idoles, vers le fait de passer à la télévision, vers le fait d'être reconnu, et reconnu comme quelqu'un de valeur. Donc, effectivement, chacun cherche le moyen de pouvoir arriver à ça, en s'inscrivant à un concours de Miss ceci ou Miss cela. Eh bien, elles ont leur possibilité d'avoir aussi leur moment de gloire en étant reconnues telles qu'elles sont. Et les animaux, eux aussi, revendiquent leur quart d'heure de célébrité. De Monaco, dans le magnifique cadre de l'auditorium Régnier 3, à Douai, dans le nord de la France, en passant par Aix-sur-Moselle et Sophia Antipolis, nous, les Médors, les Cadors, les Greffiers, les Mistigris, sommes devenus de véritables bêtes à concours. Incontournables dans la vie de nos maîtres, nous sommes plus de 10 millions de chats et 9 millions de chiens à vivre dans un foyer sur 2 en France. Bref, on nous aime maquillés, chapeautés, embijoutés. Il ne nous manque plus que la parole, ou presque. Oh, moi, oui. Je m'appelle Ciboulé, j'ai 4 ans. Je m'appelle Armani et là je concours pour être champion du monde en castré. Je m'appelle Shaman, je suis un Maine Coon de 10 kilos, je suis impressionnant. Voilà Alabina qui est multi-championne. Et voilà le petit dernier qui s'appelle Furt. Quel que soit notre nom, que nous soyons chat ou chien, ces manifestations auxquelles nous participons sont surtout une manière de comprendre ces animaux étranges que sont nos maîtres. Bah oui, on est content. À Douai, dans le nord de la France, la veille de l'ouverture de l'exposition canine, sur le parking arrivent des dizaines de camping-cars avec à leur bord peut-être le futur champion de beauté. On vient de Nantes, on a 11 chiens en tout, avec les border terriers, et on vient pour faire l'exposition sur les 2 jours. Puis c'est important parce que ça leur fait plaisir, ils adorent ça de se déplacer en camping-car. Et puis, Délice, viens ici. Donc là, c'est la dernière petite pause pipi avant le concours de demain matin. Et comme c'est un jeune garçon qui ne maîtrise pas encore l'art de faire pipi proprement, on est obligé de lui mettre des protections sur les pattes avant. C'est une toilette qui permet vraiment de mettre en valeur toutes ses qualités. Demain, c'est le concours, il faut qu'ils soient les plus beaux et surtout parfaitement en forme. Au concours. Le lendemain matin, c'est jour de fête dans le hall d'exposition à Douai. Plus de 2000 chiens, toutes races confondues, se sont donné rendez-vous pour l'élection du Best in Show, soit le plus beau chien du salon. Cette manifestation est organisée par le président du club de cynophilie de Saint-Hubert, Jean-Jacques Dupas.
c'est certainement l'une des expositions les plus internationales qui existent en France. On a des exposants qui viennent de tous les pays européens frontaliers de la France, jusqu'aux Espagnols, jusqu'aux Portugais. On a des Russes, on a des Anglais, on a des Scandinaves, on a de la République tchèque. Donc c'est très international. À Monaco, le même week-end, Martin Wolf préside une autre compétition, le très élégant concours international félin. Cette année, il y a 465 chats dans cette salle. Il y a de tout, il y a des races, il y a une race assez rare qui s'appelle le bobtail japonais. Nous avons des bengales sublimes, nous avons des mots égyptiens. Il y a les oreilles, il y a le nez, il y a la tête, il y a le corps, il y a les pattes, il y a la queue. Enfin, vous ne pouvez pas savoir, il y a des quantités de critères qu'il faut savoir respecter et avoir pour avoir justement ces fameux points. Alors tu es souriant, hein, chaton. Tu vas être souriant, tu vas être gentil tout le week-end et tu vas dire aux monégasques à quel point tu es fier d'être un bleu russe. Oh oui, tu vas être content. Toutes ces petites bêtes très sociables ont l'habitude de sortir dans le monde. Laver, sécher, brosser, peigner, épiler, vacciner, à laine fraîche et dents propres, depuis une semaine, leur maître les bichonne de la tête aux pattes. Il a été lavé complètement avec à peu près 5 shampoings 3-4 jours avant. Je lui mets un peu de crème fixante parce que le Westie doit avoir une grosse tête en chrysanthème. Et t'aimes pas ça, hein, tu préfères aller chasser le lapin. Hein. C'est pas rigolo, hein. Ils font vraiment ça pour nous faire plaisir, vous savez. Parce que eux, franchement, ils préfèrent qu'on les laisse tranquilles à la maison. Hein. J'espère pour lui qu'il gagne sa classe aujourd'hui, en intermédiaire, parce qu'il n'a pas 2 ans. Aujourd'hui, ces aristochiens et aristochats sont en mode de séduction pour décrocher la récompense. Alors, l'ultime coupe qu'il faut avoir en exposition, c'est celle du Best in Show et c'est celle-là. C'est vraiment la coupe du vainqueur. Mais qui sont ces maîtres fous de concours ? En banlieue parisienne, nous avons rencontré Élodie et First, tous deux fans de Thomas Dutronc. Pour cette ancienne infirmière en psychiatrie, divorcée et sans enfant, montrer ou afficher les titres de gloire remportés par ces lévriers afghans depuis 30 ans est une fierté. Voilà, ça c'est le salon des lévriers afghans, où ils passent le temps qu'ils veulent avec leurs jouets, tout ce qu'ils veulent. Donc là, c'est une partie encore des coupes qu'ils ont gagnées dans plusieurs pays. Et là, c'est sur des podiums où ils sont devenus champions, Maïmana, First et Alabina, qui courent dans la neige. Donc, c'est vraiment leur lieu à eux. Lorsque je n'ai pas d'Afghans dans la maison, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, pendant une semaine, je suis désorientée. C'est vraiment mon oxygène. Regardez, c'est pas beau, ça? Non. Les plaisirs de la vue, ça n'a pas de prix. Et c'est par hasard que les lévriers afghans sont entrés dans la vie d'Élodie. Je travaillais en psychiatrie, je me suis occupée particulièrement d'une des pensionnaires et pour me récompenser, les parents m'ont offert un lévrier afghan d'une déportée qu'ils avaient eue. Et depuis, séduite par le caractère indépendant de cette race, Élodie en a eu 7. L'origine, ils viennent d'Afghanistan. C'est des chiens rustiques, c'est pas, on en a fait un peu des chiens de canapé, mais ce n'est pas des chiens de canapé. À la base, ce sont des chiens très rustiques, des chiens de montagne, de chasse, etc. Mais en France, dans les concours de beauté, ils ont la réputation d'être des chiens un peu snobs qui nécessitent des heures de toilettage. C'est avec Martine qu'Élodie bichonne ses toutous pour l'exposition de Douai. J'aide souvent Élodie parce que c'est quand même très physique. Donc laver les 2 chiens, les peigner, les sécher, c'est un travail qui dure dans les 2-3 heures par animal. Donc à 2, c'est quand même plus facile. Si un homme m'avait dit tu choisis entre ton Afghan et moi, j'aurais dit que tu peux faire tes valises. Voilà ce qui s'est passé une fois. C'est certain que je dis, bon, ça peut être amusant, que j'ai été afghane dans une vie antérieure si on croit à la réincarnation.
Il y en a qui pensent qu'ils ont été moutons, vaches, machin. Moi, j'ai été afghane. Je suis moins belle que eux, mais bon, quand même. J'ai la même coiffure, je n'ai pas le même look parce que on a la binard. Mais c'est vrai qu'il y a un mimétisme qui est comme ça. Mais j'ai vécu depuis 30 ans avec des Afghans. Ils sont nombreux au concours de beauté de Douai à afficher ce mimétisme et certains en sont même fiers. Alors, miroir, mon beau miroir, qui ressemble à qui? Oh, on a la même barbe. J'aime les petits chiens, alors c'est impeccable. On a horreur de la pluie. On est tous les deux longs et minces et rapides, et voilà. Le Shih Tzu, je l'aime en noir et blanc en général. Donc je me suis habillé en noir et blanc. Voilà, tout simplement. C'est jouer un peu sur la ressemblance maître-chien. Regardez, c'est pas moi. Regardez. On dit tel maître, tel chien, c'est une réalité. La ressemblance, c'est souvent le maître qui choisit son chien en fonction de son caractère et puis un peu l'aspect physique, il retrouve un peu le sien. Donc, voilà. Martin de Naples. Martin de Naples. Et si tous ces chiens beaux et racés font la joie et l'admiration de leurs maîtres et des juges, actuellement, celui qui est tendance sur les tapis rouges des concours, c'est le Jack Russell. Depuis que le petit Huggy, héros du film The Artist, a remporté le collier d'or à Hollywood. Avec le succès du film The Artist, il est évident que le Jack Russell va encore monter et très fortement, surtout que le chien a été lui-même récompensé. Mais aujourd'hui, les bâtards, les corneaux, ont eux aussi leur chance. C'est le cas de Ciboulé qui, parmi 15 000 participants, a gagné le privilège de figurer sur les tickets poil à gratter de la Française des Jeux. Ce concours, lancé sur Internet à travers la France, a mobilisé tous les habitants d'Ais-sur-Moselle. On a voté pour Ciboulé. On était tous sensibilisés pour qu'il soit gagnant. On en est où dans les votes? Il y en a eu tant cette journée-là. Il y en a qu'on en met plus que nous. On va en rajouter et on vote tous. C'était vraiment bien, vraiment bien. Et ce soir, Cathy se rend à son club de danse pour fêter la victoire de son chien. On y va. Ciboulé, un croisement entre un berger australien et un Saint-Bernard, est désormais la nouvelle mascotte du club de country du village où Cathy danse chaque semaine. De temps en temps, je lui prête mon chapeau. Voilà, et Ciboulé, pas bouger, il a son chapeau. Cathy, 53 ans, femme au foyer, mariée et mère de 2 enfants, consacre autant de temps à sa famille qu'à son chien. Et son fils la met gentiment en boîte, c'est le cas de le dire. Regardez, ça c'est la boîte de friandises du chien et la boîte de friandises du père. Donc si là, franchement, il n'y a pas de l'abus, le pauvre papa, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'écrive encore? Depuis que Ciboulé a gagné ce concours, Cathy a ouvert un blog au nom de son champion, où elle dit tout sur sa vie de famille. Ce n'est jamais moi qui parle, c'est toujours Ciboulé qui raconte. Et les copains répondent, voilà. Par exemple, là, il y a Talia qui lui écrit tous les jours. Dans les derniers temps, on a eu des décès, par exemple, dans la famille, on a eu des coups durs. Et je pense que jamais j'aurais été racontée comme ça à quelqu'un, voilà ce qui m'arrive. Mais Ciboulé les raconte. Il raconte ma vie, en fait, Ciboulé. Et bien oui, c'est une forme de thérapie parce qu'une fois que c'est écrit, c'est parti, voilà. Direction maintenant les concours félins où le Maine Coon est très en vogue. Nous avons rencontré Shaman, un gros matou de 10 kilos. Un Maine Coon, c'est le plus grand chat du monde. C'est un chat américain qui est très impressionnant par son gabarit, par sa longueur. C'est un chat qui a des plumées sur les oreilles, qui donne un petit air de lynx. Il y a plus un regard de fauve qu'un regard de petit félin de canapé. Amélie, cette étudiante en 6e année de médecine, est tellement passionnée par ces fauves de canapé qu'elle a monté un petit élevage familial de 5 Maine Coon. Elenia, Shaman, Ilion, Everest et Alderan. Un Maine Coon, ça coûte aux alentours des 1 000 €.
Un Maine Coon, ça s'élève correctement et donc ça coûte assez cher à l'élevage. Mais la jeune femme ne vit pas seule avec ses chats. Alors, que pense son compagnon Nicolas, chef d'entreprise, de partager son appartement avec ses bêtes à concours? Souvent, les gens qui vont participer à des concours, par exemple de chats, vont afficher leur couple, afficher leurs différentes récompenses, etc. Les photos des chats sur les murs. Voilà, les photos des chats, on peut avoir beaucoup de choses. C'est vrai que nous, c'est pas du tout notre cas. Nous, on a vraiment, on ne vit pas pour les chats non plus, on vit pour nous, on partage avec nos chats. On ne vit pas dans une chatterie, on est chez nous et eux vivent là avec nous. L'élevage et les expositions, ça correspond à mon loisir, c'est-à-dire que ça occupe certains de mes week-ends, ça me permet de m'évader un petit peu de la médecine, vous voyez, de ce côté un peu stressant, un peu lourd. Voilà. Oh, il va se fumer. Oh, le toilettage. Non, le toilettage. Chaman. Voilà, ce qui est embêtant, c'est que demain, on a un concours, qu'il a été toiletté et que là, il vient de se rouler dans la terre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un animal, on ne peut toujours pas tout contrôler. Mais bon, il faut suivre. Et bien entendu, Chaman Everest participe au concours de beauté de Monaco. On se roule pas. Alors, entre deux manifestations mondaines, ces deux gros matous retrouvent avec délice le côté rebelle de leurs ancêtres. Lève-toi, non. Après 2 heures de retoilettage, nos deux ex-rebelles sont redevenus des chats comme il faut. Leur mission, séduire les juges. Il est tellement beau. Il est d'une beauté totale. Il a un fameux museau vraiment bien carré, vraiment la boîte d'allumettes là. Jolies oreilles bien grandes avec de beaux plumets, oui. Et une très jolie queue bien en panache. En tout cas, bravo pour la présentation, parce que c'est pas facile le blanc. Il est merveilleusement toiletté. C'est un vrai corps, on voit plus des corps comme ça de mecs. Non, c'est un beau chat. Les premiers qui sont restés préférés des Français pendant très longtemps, c'était les Persans. Et pour la première fois, ils ont été détrônés par les Maine Coon. Quand vous avez un Persan, vous avez une houppette à poudre, quoi. C'est un truc extrêmement féminin. Alors que le Maine Coon ou le Bengale, cette sauvagerie-là fait que les hommes n'ont pas peur d'en avoir un, quoi. Et c'est vrai que son pelage doux et soyeux a conquis Dominique. Voilà, donc ça c'est mon mâle adoré, Armani, qui est pour moi comme mon fils. On va dire c'est mon premier fils. Hein, mon bébé? Et pendant que Dominique fait concourir son fils du Bengale, Sandra, sa femme, est restée à la maison dans l'arrière-pays niçois pour s'occuper de ses chats de luxe. Je l'ai acheté 2 000 €. C'était mon premier Bengale, donc ça a été difficile en fait parce qu'il a fallu que je convainque mon mari qu'un chat pouvait s'acheter, parce que pour lui ça ne s'achetait pas, ça se donnait ou ça se trouvait. Et après quand je lui ai parlé des prix, il m'a dit 2 000 €, mais tu plaisantes ou quoi? C'est un salaire hein, au moins. Donc je lui ai fait oui mais ils sont magnifiques, écoute, crois-moi. Il m'a dit ah bah ils peuvent pour ce prix-là. Et c'est devenu fusionnel. Venez manger mes cœurs. Viens manger Famous. Viens, allez va manger un peu. Mange ma pépette. Allez viens. Et depuis, Sandra a monté une tribu de 10 Bengales, dont 6 sont champions du monde. Mais à quel prix? Mon mari, lui, il est chauffeur médical, secrétaire poids lourd. Moi, je travaille en usine. Donc c'est vrai que à nous deux, on doit ramener entre 3 200 et 3 500 € de salaire. C'est vrai que le fait d'avoir 10 Bengales à la maison, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. On n'a plus de vacances depuis 8 ans. Après, on n'a pas changé de voiture. Donc mon mari la bichonne pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Le fait de succomber à une passion, ça nous a créé des sacrifices, oui, voilà. Mon mari les a acceptés parce qu'il m'aime, tout simplement. Ah, allez, c'est parti. Là, on va jugement pour Armani, en espérant qu'il ait son dernier point de champion du monde en chat castré. Rendre hommage à la couleur et la beauté de son chat peut paraître un peu étrange, mais dans ces concours, chaque détail compte. En attendant de savoir si Armani sera champion ou pas, retour au concours canin de Douai. Élodie, stressée, a préféré confier la première épreuve de son jeune chien First à un ami Didier, passionné d'Afghan lui aussi. On y va pour gagner. Hein. Donc, moi, j'y vais dans mon état d'esprit de gagnant.
First, quant à lui, semble moins motivé. Didier est toujours motivé, c'est vraiment un challenger. Il adore présenter, il présente très 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 bien. Costume, cravate et mèche au vent, à chien chic, tenue chic. First est noté par rapport aux critères de beauté définissant sa race. Et ce sont des juges qui délivrent ou pas le certificat d'aptitude au championnat, soit le CAC. J'ai fait le CAC, meilleur mâle. En gros, j'ai tout gagné. Si First a gagné dans la catégorie jeune chien, il ne participera pas à l'épreuve finale car il n'a pas 2 ans. La journée est terminée. En beauté, moi je trouve, et je suis bien contente parce que c'est extrêmement fatigant les expos. Enfin, voici le moment tant attendu par les participants. Qui va remporter la coupe du plus beau chien, toutes races confondues? C'est un moment très important parce qu'on est en train de juger le meilleur chien de l'exposition. Donc le vainqueur sera un meilleur chien sur 1275 chiens aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Les 3 premiers sont à la 3e place, le Whippet. À la 2e place, le Bulldog français. Et le premier, c'est le Rasier. Premier, Eurasier. Voilà le gagnant, c'est Velcro, âgé de 7 ans. Belle récompense pour Patricia, qui est plus heureuse que son chien. Je suis contente. Ça fait donc le 11e Best in Show, ce qui est super pour une race comme ça. Pour fêter la fin du concours, le club de cynophilie Saint-Hubert de Douai a organisé bien évidemment une grande parade joyeuse et bon enfant avec tous les participants. Au départ des expositions, c'était beaucoup plus bourgeois. Donc c'était la bourgeoisie qui montrait ses chiens avec des tenues d'apparat, des machins et tout ça. Maintenant, ça s'est démocratisé, heureusement, parce qu'au moins c'est ouvert à tout le monde et c'est très bien. Au bal masqué, il y a aussi Ciboulé. Rappelez-vous, le vainqueur du concours poil à gratter de la Française des Jeux. Aujourd'hui, c'est déguisé qu'il fête le carnaval des animaux en compagnie de sa maîtresse Cathy et de ses copains, les chiens du village. Ils ont décidé de faire des bonnes actions. Et une des bonnes actions en question, c'est de faire des dons aux animaux qui ont moins de chance qu'eux. Ciboulé milite pour ses amis SDF. Voilà. Fort de sa nouvelle notoriété, Ciboulé va sillonner le village d'Ais-sur-Moselle pour collecter croquettes et couvertures. Ciboulé, une star militante avec ambiance garantie. Regarde pour tes copains du refuge. Super. Nous, on suit notre nouvelle mascotte. On est très fiers de lui. Donc, il participe à ses actions de bénévolat. Et puis, voilà, on le suit partout. Les enfants, regardez ce que vous avez reçu. Les gens avec qui on n'a pas parlé depuis longtemps, on se retrouve autour du chien. Et puis là, on se dit, grâce à Ciboulé, tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Et puis il y a des nouveaux liens qui se tissent grâce à Ciboulé. Ciboulé est une personne pour moi. C'est un membre à part entière de la famille, mais au même titre que mon mari et mes enfants. Mais quand il va partir, ça va être un grand vide. Oui, pour moi, ça va être terrible, je peux le dire, parce que je suis tellement attachée à lui et je n'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. Voilà. Forte à la Bina. Élodie, qui voue aussi un véritable culte à ses Afghans, a trouvé une solution pour n'être jamais séparée d'eux. Voilà, alors là, dans ces urnes, il y a 7 lévriers afghans. Comme j'ai décidé de me faire incinérer, le jour où on jettera mes cendres dans une forêt qui appartient à une amie, on mettra tous mes chiens avec moi. Donc nous partirons, on fera un grand bout de chemin et on partira tous ensemble dans le même endroit. Ils sont avec moi. On a fait 10 ans, 12 ans, 14 ans de vie commune. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'ils m'ont quitté et qu'ils sont morts, que je vais les délaisser, les envoyer dans une fosse publique à Maison-Alfort ou OK, s'ils sont là, et on ira
moi et eux ou eux et moi dans le même endroit à la fin de ma vie. Moi, je n'ai pas du tout peur de la mort dans la mesure où je pense que je retrouverai mes lévriers afghans. Mais pour le moment, Élodie immortalise First devant l'objectif de Valentine Aupetit, photographe animalière. Pendant ce temps-là, à Monaco, dans l'auditorium Régnier 3, c'est la remise des prix. Le tigré du Bengale Armani, le chat adoré de Dominique, est récompensé. Magnifique Bengale qui a obtenu le titre de champion du monde. J'applique quand même battu tous les records avec 7 champions du monde, c'est incroyable. On les adore, c'est des gentils, ils ont des chats superbes. Alors je les fais bravissimo avec tous les S pour les champions du monde qui viennent d'avoir. Merci bien. Merci. Je regrette que Sandra soit pas là. Je suis désolé aussi pour elle. Merci Martin. Armani a rempli son contrat. Pari gagné pour Dominique et sa femme Sandra. C'est vraiment une revanche sur la vie parce que dans mon travail, vu que je travaille en usine, c'est pas forcément une reconnaissance que j'ai, voire même pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai une réussite personnelle, qui est aussi professionnelle parce que je suis éleveur professionnel, que je n'ai pas dans mon travail, en fait. C'est bien parce que c'est beaucoup de sacrifices, quoi. Voilà. Le bébé. Armani partage aussi le podium avec Shaman et Everest, les 2 Maine Coon d'Amélie et Nicolas qui reçoivent le prix spécial du jury. Quelle ménagerie, hein. Stéphane, vous êtes, vous, apparemment... Moi, c'est pas une bête chien. à concours. Ah oui. Mais chien plutôt que chat. Je suis chien, oui, je suis chien. Et alors, pas une bête à concours. Ah ben non, regardez. Regardez, il a absolument pas les standards du teckel à poil dur. Et il a le poil qui frise, je sais pas si c'est un hommage à moi. Mais si, c'est ce que j'allais vous dire, tout à fait. Et il grisonne en plus, comme vous voyez. Oui. Et donc, c'est pas du tout le standard. C'est mais il est très jeune, mignon. Il est jeune. Il a 4 ans déjà. Et c'est un quoi, Puras Normalement, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Ah ben, alors il y a un souci. Oui, mais sinon il est adorable. Et est-ce que vous avez déjà présidé, comme l'a fait Guy Renval, puisque justement dans ce film, vous êtes président d'un des jurys. Est-ce que vous avez présidé, vous, déjà? Non, mais j'ai assisté à beaucoup de concours canins. J'adore ça, en fait. Alors, Guy Renval, comment devient-on, moi ça m'intéresse quand même, justement, juge pour chat? Il faut adorer ça. Déjà, en premier, aimer les chats. Et puis avoir élevé, avoir sorti de son élevage des champions internationaux. Et il faut déjà avoir été récompensé. Ah oui, donc. il faut. Donc vous êtes un compétiteur. J'ai été. Mais il y a des critères à respecter, etc. Et on passe un examen, et théorique et pratique, par race. Par race? Par race. Il y en a 80. Et c'est un métier à part entière ou vous avez Non. C'est quoi, une passion? C'est un hobby, c'est une passion. D'ailleurs, moi, je voulais vous demander, vous avez vu comme ça l'évolution, justement, des participants au concours? Parce que j'imagine qu'il y a, on va aller 40 ans en arrière, c'était des gens plus beaucoup moins ouvert. C'était moins populaire. En Angleterre, par exemple, ça ne s'est ouvert qu'aux non-nobles que juste avant la Première Guerre mondiale. Avant, c'était réservé aux nobles. Oui. Mais ce qui me fascine, pardon, mais l'autre jour, j'ai tourné à Londres pour une émission spéciale sur le jubilé de la reine. Ce qui m'a fasciné, c'est que près de Buckingham, il y a un parc et il y avait des gens qui promenaient des corgis, qui sont ces chiens assez courts sur pattes, un peu avec une robe fauve. Eh bien, il y a énormément d'Anglais, par respect pour leur reine, qui ont adopté des corgis. Et on voit, il y a un phénomène d'identification. Vous êtes d'accord? Oui. Pour les chats, c'est pareil. Nous, en tant que juge, on se dit une race à la mode est une race perdue. Ah oui. Dans le sens où il y a trop de reproduction, les gens font moins attention justement aux standards. Moi, ce que je trouve fascinant dans l'histoire et dans votre livre, c'est qu'en fait, tous ces grands-là deviennent plus humains par leur amour des animaux. Tous les présidents et les rois ont des chiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. C'est ce que je voulais dire. Moi, c'est en vous lisant que j'ai appris ça. C'est la solitude. Au fond, ils n'ont personne à qui se confier. Et en plus, les chiens sont les seuls qui ne publieront jamais leur mémoire.
Donc déjà, non mais c'est vrai. On ne va pas les plaindre. Tout le monde vous trahit, par exemple. Alors après, Baltique, par exemple, le chien de François Mitterrand, on lui a fait écrire un livre. Et puis alors moi j'ai appris, je ne savais pas que c'était la communauté francophone québécoise qui avait, c'était une tradition, offert un labrador à tous les présidents de la Ve République. Exactement. À propos de chien présidentiel, il y a une histoire qui m'enchante. C'est un jour, la reine d'Angleterre reçoit la visite d'État de Giscard. Et on dit, mais qu'est-ce que M. Giscard d'Estaing veut comme cadeau de la reine ? Et alors, par les ambassadeurs, il dit, mais il aimerait un chien de ma chienne, si je puis dire. C'est-à-dire, il voulait un chiot d'une portée royale. Et donc, la reine a dit très bien, elle lui a offert un chiot de ses élevages, labrador, qui s'appelait Samba. Et le terrible, c'est que le Samba avait été élevé en anglais. Et donc, on lui avait appris à obéir à sit. Sit, assieds-toi, sit. Et le problème, c'est que Giscard d'Estaing, j'ai shit. Et du coup, le chien le prenait mal. Il ne s'est jamais assis. Jamais assis. Bon, je crois qu'on a fait son éducation. Ça, la deuxième partie, elle est apocryphe. C'est-à-dire que c'est les gens qui me l'ont raconté. Mais en tout cas, je sais qu'il a eu un chien de l'élevage de la reine. Ce qui montre quand même qu'il y a vraiment un engouement autour de ces chiens. Et ça remonte dans l'histoire. C'est très, très ancien. Le chien de Marie Stuart, il a refusé, quand le bourreau était là pour trancher la tête de la reine, le chien a refusé de quitter sa maîtresse. Et donc on lui a tranché la tête, le chien était sous sa jupe. C'est-à-dire qu'il a accompagné la reine jusqu'au dernier moment. Enfin, il est intarissable, hein, sur les chiens. Mais c'est pour ça que je retrouve cet amour des chiens. Moi, je l'ai pour les miens, évidemment, mais on s'entend tous. Quelqu'un qui aime les êtres humains, évidemment, mais les chiens, on peut tous se comprendre. Je sais parce que je le tiens par la laisse. Il a voulu descendre. Il a voulu descendre. Il sent qu'il n'est plus le centre. Voilà. Mais, on va dire au revoir à Dash. Justement. C'est juste à côté. Viens dire bonjour. Voilà. Viens dire au revoir aux téléspectateurs. Voilà. Dis au revoir. Au revoir, Dash. Et oui, je me comporte exactement comme un type gaga de son chien. C'est ce que j'allais dire. Allez, merci à vous deux. Tout de suite, un autre genre de compétition, celle pour l'excellence et la reconnaissance du travail bien fait après des années d'entraînement. Les autres candidats, vous me suivez, s'il vous plaît ? De Paris à Marseille, en passant par le Vercors et Pau, nous avons suivi des passionnés qui n'ont qu'une seule envie, être les numéros 1 dans leur discipline. Rémi, jeune assistant dans un palace parisien, se prépare à la coupe du meilleur maître d'hôtel. Dominique, lui, caresse l'espoir d'être le meilleur pizzaiolo. Pierre et Framboise, couple de fringants quinquagénaires, cherchent eux à décrocher le titre de meilleur danseur. Aujourd'hui, ils sont attendus par leur coach pour un cours particulier. Car dans quelques jours, ils participent à un important concours, le championnat de France de danse sportive à Pau. J'ai fait avant toi. C'est bien. Ça va. C'est le dernier rodage Dernier coaching. qu'on confie au mécano-chef. Donc on va commencer par s'échauffer, ce serait dommage de se blesser à 4 jours de championnat. Et leur mécanicienne en chef, c'est Laure Colmar, une danseuse émérite avec 4 titres de championne de France de danse sportive. Pierre est ingénieur en informatique et Framboise fonctionnaire. Ils partagent la passion de la danse depuis une dizaine d'années. Mais depuis 1 an, ils sont devenus partenaires pour disputer les concours. Pour cela, ils s'entraînent 4 fois par semaine. Ça me va pas du tout. Aïe, 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 au secours, alerte. Comme vous le voyez, là, on travaille vraiment sur des détails, des sensations qui, d'une fois sur l'autre, se perdent. Ça dépend de l'humeur, ça peut dépendre de la journée qu'on a eue. On arrive de là avec une charge de stress, d'émotion et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'une grande régularité de travail. On est sur du détail, de la précision. Reste connecté, Framboise. En avant, Framboise. Ton dos en avant. Pousse. Contrôle. Et finis ton mouvement, je t'ai juste retenu le coude. C'est sensuel, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur les intentions. C'est une activité qui se fait à 2, en contact, parce que le guidage se fait comme ça. C'est aussi un plaisir, c'est vrai, parce qu'il y a une satisfaction quand le mouvement est bien fait. Ok, vous êtes prêts.
Les chorégraphies terminées, c'est l'heure pour Framboise de penser à sa tenue de compétition. Direction une boutique spécialisée de Paris. Alors, où elles sont? Je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Putain, je l'ai pas eu, celle-là. Il faut que ce soit voyant, il faut que ça se voit sur la piste, il faut que ça brille. Donc voilà, il faut des couleurs chatoyantes. On répond à deux choses. On cherche à être vu par les juges et par le public, et puis en même temps que la robe magnifie les lignes et les mouvements qu'on va faire. Donc on n'est pas là pour faire des photos, on est là pour danser quand même. Comment tu te sens? Ben, écoute, pas mal. Eh bien, montre-nous. Et ce petit volant, il me paraît bien. C'est bien. Hein. Petit volant rouge, là. Moi, je vois un côté pratique. Il ne faut pas que ma jambe soit gênée pour aller dans le mouvement. Hein. Le côté esthétique, ici, il compte beaucoup. Après, sur la piste, on l'oublie. Voilà, ça passe très bien. C'est nickel. Voilà, là, je peux... La robe, là, je l'oublie complètement. Là, avant de faire de la danse, j'étais plutôt garçon manqué. Jean, basket, moto. Je suis bien plus féminine aujourd'hui qu'il y a quelques années. Puis notamment, regardez dans cette robe-là. Je me sens, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, moi, je me sens très féminine. Alors, après le noir, le rouge, c'est autre chose. Hein. Ah là, on n'appuie pas du tout sur les mêmes leviers. Hein. Et je trouvais que la robe était un petit peu tristounette en bas. Donc j'ai demandé à Corinne qu'elle me l'égaye un petit peu, donc on a mis des perles. Le strass, ça fait spectacle tout de suite, ça fait scène. Les juges, ils ont sur la piste peut-être 15 couples à regarder en même temps. Et il faut qu'ils en sélectionnent, donc il faut attirer l'œil en fait. Donc il faut toujours que le dos soit bien décoré et mis en valeur, parce qu'en fait, pendant la danse, c'est aussi beaucoup le dos qu'on voit. Valant près de 1 000 € pièce, ces robes de compétition sont faites sur mesure, comme les strass collés un à un. Celui-là, comme il... Quant à Pierre, il a un objectif, être à l'aise dans ses chaussures. Voilà, là, je suis vraiment comme dans un gant. C'est marrant, parce qu'avant, je faisais de la varap. Ça peut paraître comme ça très distant, mais c'est très proche, parce qu'on travaille sur les équilibres, la perception intérieure de la construction du mouvement. On fait appel aux mêmes sensations, vraiment. Donc c'est pas si... Une voie d'escalade, c'est un peu comme une chorégraphie verticale, et en danse, on est horizontal. Pendant que Pierre et Framboise règlent les derniers détails de leur compétition, à 1200 mètres d'altitude, sur le plateau du Vercors, Dominique Masson se prépare lui aussi à un concours très acrobatique d'une toute autre nature. Et pour cela, il doit être au top de sa forme. Le sport, ça me déstresse un peu déjà. Mais en fait, moi, le stress, il arrive surtout au moment de la compétition, pas avant. Comme ça va être mon 16e ou 17e concours, bon, maintenant, j'arrive mieux à me contrôler. Alors qu'au début, mes premiers concours, j'avais les mains qui étaient comme ça. Et comme tout sportif, Dominique s'est adjoint les services d'un coach personnel. On va chauffer pour commencer. Alors là, il travaille en fait le haut du corps, il va s'échauffer essentiellement les pectoraux et puis les bras. Ça aide beaucoup, je pense, pour les mouvements où il doit avoir les bras au-dessus de la tête avec la pâte à pizza à retenir pendant quelques minutes, hein, c'est assez long. Et oui, Dominique concourt bientôt à Paris au championnat de France de pizza. Accélère. Et pour être un bon pizzaiolo, il faut savoir faire tourner la pâte. Lénie, son ami vice-champion de France 2011 de pizza acrobatique, est là pour l'aider. Avance. On les jette comme ça, hop. Il m'a souvent donné de très bonnes astuces et ça m'a permis d'avancer dans la compétition. Il y a la compétition, mais entre nous, on n'est pas compétiteurs, on est amis, on est pizzaiolos, on est tous les mêmes. On préfère justement entraider pour que tout le temps, la pizza soit levée vers le haut. Il ne savait pas à quel point il avait de l'or dans ses mains et tenait ça de son grand-père, de faire sauter la pâte en l'air. Bon, ce n'est pas encore gagné. Tu la fais tourner tout doucement. 3, on passe, on lâche au dernier moment. Tu lâches bien au dernier moment. Donc tu as ta pâte comme ça, tu la tiens bien par les deux doigts. Faire de la pizza acrobatique est une technique à part que ne maîtrise pas encore Dominique. Son atout pour gagner le concours, c'est d'abord son savoir-faire culinaire. Voilà, donc je vais mettre ma tenue de travail.
C'est important d'être bien habillé devant la clientèle au quotidien. Attention à l'escalier. Après avoir travaillé pendant 30 ans dans la restauration collective, il a décidé de se lancer dans l'aventure de la pizza il y a 7 ans. J'ai très peu de frais de déplacement puisque j'ai juste à descendre l'escalier pour aller travailler chez moi. Voilà. En effet, Dominique a transformé son garage en local à pizza à emporter. Donc là, j'allume et puis on va s'intéresser au four à bois. Un pari audacieux dans un village de haute montagne. Hop, voilà la coiffe, normale en cuisine. Ce qui a été très important, c'est cette porte, baie vitrée face à la route. Et donc là, je touche tous les gens qui rentrent du boulot. Et pour réussir dans son entreprise, notre homme a décidé de placer la barre haut et d'entrer par la grande porte. Je suis allé chez Lionel Lombardi, qui est le pizzaiolo qui a le plus de titres en France au niveau des concours. Et au tout début, quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit « Toi, t'es pas un pizzaiolo ». Piqué au vif, Dominique va se surpasser et progresser très vite afin d'obtenir ses galons. Depuis, j'ai fait 2 championnats de France. Donc les France Pizza Tour, c'était effectivement ma première pizza en concours, donc officielle. Ça, c'est le championnat de France donc 2010 où j'ai fini 22e. Moi, la chance que j'ai, c'est que je monte petit à petit. Il me faut du temps. Salut, monsieur Dominique. Vas-tu bien? Ah, salut Jean-Paul, ça va? T'es en plein boulot, là. Ah ben ouais, forcément. Hein. Ça coule fort, hein, là. Eh ben ouais. Il va gagner, oui, il va gagner. Bien sûr qu'il va gagner. Il est sympa avec moi, monsieur le maire. Toi, t'es confiant? Ah, mais moi, je suis confiant. Voilà. Comme je disais, bon, les concours, ça me met dans un état complètement fou parce que ça me met une pression. Et j'ai une telle pression que je veux la dépasser, en fait. Et donc, je veux absolument réussir. Et réussir le meilleur de ma pizza. Pizzaiolo, pizzaiolo. Pour l'instant, Dominique n'est jamais monté sur la première marche du podium, ce qui ne l'empêche pas de bien faire tourner ses affaires. En 2011, il a vendu plus de 10 000 pizzas. Vous avez le craquant sur la pizza. Vous voyez les rebords? Voilà, c'est ce qu'on doit retrouver sur une pizza normalement. C'est vraiment ce craquant-là. Merci, au revoir. Changement total de décor et d'ambiance. Nous sommes dans l'un des plus prestigieux palaces parisiens. C'est dans ce monde de luxe que travaille Frédéric Kayser. À 32 ans, il est le directeur de salle du restaurant d'un hôtel classé 3 étoiles au guide Michelin. Bien messieurs, on est complet ce midi, hein, donc on fait attention aux mises en place, comme d'habitude. Hein. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. En client un petit peu que nous connaissons avec des particularités, nous avons la table 5. Monsieur n'aime pas le beurre salé, ni la nourriture fumée. Donc, ils sont déjà venus hier. Très bien, donc on fait attention à mettre du beurre doux sur table, s'il vous plaît. On fait attention à tout ce qui est plat légèrement fumé, comme les homards. Frédéric est à la tête d'une brigade de 36 personnes. Parmi elles, Rémi, 26 ans. Dans une semaine, ce dernier participe à la Coupe Georges Baptiste qui récompense le meilleur maître d'hôtel français. Là, on effectue la mise en place, donc avec des assiettes différentes. Tous les produits déjà ont été nettoyés, donc pour éviter de remettre des traces de doigts sur les couverts ou tous les ustensiles qu'on utilise, on met des gants blancs. Il faut bien faire attention à ce que la mise en place soit bien parallèle. Les fourchettes à gauche et les couteaux à droite. Et pour préparer le concours, Rémi peut s'appuyer sur l'expérience de son chef. En effet, il y a 5 ans, Frédéric Kayser a remporté cette coupe. C'est la reconnaissance un petit peu de nos pairs. C'est un concours qui existe depuis 50 ans, donc c'est quand même un concours qui a une très forte notoriété et qui met en avant nos compétences, notre savoir-être, notre savoir-faire. Ça nous permet de nous faire connaître, reconnaître, et puis ça nous permet d'avoir des propositions à la suite de ce concours qui sont quand même assez importantes. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez bien. Aujourd'hui, Frédéric met à l'épreuve son poulain avec un faux couple de clients. Merci. Si Rémi est déjà rompu à prendre les commandes, c'est la découpe de la volaille qui requiert toute son attention. Voici madame, monsieur, donc la poularde de Bresse, cuite en vessie et au vin jaune. Je montre à Rémi un petit peu le tranchage de la poularde. Donc ici, je lève les suprêmes.
J'ai enlevé bien sûr les cuisses au préalable. C'est vrai qu'il y a tout en fait un art de la trancher, un art de la présenter. Il y a beaucoup de découpages qu'on ne trouve plus dans certains restaurants, mais nous on s'y attache vraiment de manière assez importante. Alors, donc de bien happer bien sûr le suprême, directement l'intégralité du suprême. Ça va nourrir un petit peu le filet de cette poularde. Ce que j'aime un petit peu, c'est la motivation qu'il a, la soif d'apprendre. Là, vraiment, de dire, voilà, monsieur, est-ce que je peux regarder un petit peu comment vous faites cette découpe? Parce qu'il a envie d'apprendre. Et ça va être lui, demain, qui va aller faire directement en salle devant les clients. Donc, c'est quelque chose qui va lui permettre vraiment d'avancer et d'évoluer dans ce métier. S'il vous plaît. Et fais attention quand tu le découpes. Et après le service, c'est le moment de réviser les épreuves pratiques du concours. On se consacre 2 heures environ chaque après-midi pour travailler les poissons, les viandes, les flambages, les découpages. Et puis voir un peu également la théorie et les connaissances. Premier atelier, le filetage d'une dorade. Bon Rémi, on y va? C'est parti. 10 minutes à partir de maintenant. Très bien. C'est un poisson qui a pas mal d'arêtes, donc ça demande une certaine dextérité pour faire attention à ne pas en avoir trop dans le filet. Monsieur, voici donc votre dorade. Très bien, on est à 7 minutes. Parfait. Alors, moi je regarde vite fait, là je vois déjà une arête ici. Il y a quelque chose donc, malgré toute mon attention... il y a quelque chose que tu as oublié de dire, Rémi. Malgré toute mon attention, monsieur, prenez garde, il peut subsister des arêtes. Moi, je lui donne mes petits, je vais pas dire secrets entre guillemets, mais ce que j'aimerais voir en tout cas, moi en tant que jury, les petites ficelles un petit peu du concours. Et puis lui, d'essayer de les retranscrire pour faire en sorte de tirer un maximum de points de l'épreuve. C'est vrai qu'on a quand même passé pas mal de temps ensemble avec Monsieur Kaiser. Il m'a fait partager énormément de choses. Et moi, rien que déjà par rapport à ça, je suis très content de participer au concours. Pour Rémi, l'apprentissage continue. Direction la cave du Palace pour une dégustation de vin avec Marco, le chef sommelier. Car pour être un bon maître d'hôtel, il faut aussi avoir un bon nez. Bonjour Rémi. Ça va Marco? Voilà, prêt pour la dégustation? Allez, on est prêt. Bon, voilà, donc je t'ai préparé 2 vins du Grand Biterrois. Ce sera à toi de me dire ce que tu en penses et nous laisser entrevoir un petit peu tes sensations et tes appréciations du vin. Donc nous sommes les clients et puis on écoute. Donc bonjour messieurs, soyez bienvenus à la dégustation. Bon, je vous invite à prendre place à celle-ci. Donc nous sommes en présence d'un vin blanc avec une belle limpidité, une belle brillance, très belle souplesse au niveau du nez. Si on peut l'utiliser, Marco? Souplesse au niveau du nez, il faut surtout parler soit de netteté, de droiture, plutôt un nez qui est plutôt en largeur ou en longueur. Est-ce que c'est un petit peu plus linéaire? Est-ce que c'est un petit peu plus large? Est-ce que c'est un petit peu plus expansif, exubérant? Il faut vraiment arriver à imager. Là, on va avoir un jury, un client lambda, ou peu importe, mais il faut arriver à ce que tout le monde puisse bien te comprendre. D'accord, très bien. On est quand même dans un concours, il ne faut pas l'oublier. Des très bons techniciens, il y en aura plein. Des gens qui vous font vibrer avec une émotion. Il y en a moins. Il y en a un petit peu moins. Faire vibrer le jury de danse, c'est aussi ce que va tenter notre couple de danseurs Pierre et Framboise. Dans quelques heures, ils entrent en piste et finissent les derniers préparatifs, accompagnés de leur coach. Laure est en train de me coiffer. Pour la compétition de cet après-midi, je lui confie ma tête. La coiffure féminine est un atout important. Il faut respecter un code rigoureux, comme par exemple avoir les cheveux bien tirés. C'est un travail d'attitude des têtes, donc il faut qu'il soit visible et pour ça, on ne peut pas enfermer le cou dans une coiffure, il faut dégager. Selon le look qu'on a en arrivant sur la piste, les juges se font déjà une idée du niveau du couple. Pendant ce temps, c'est séance de maquillage pour Pierre. Et il est bien loin le temps où il pratiquait l'escalade. Moi, je vois ça un peu comme un moment transition où on se met dans la peau du personnage danseur. Il y a un peu un côté scène quand même. Et à l'époque, on m'aurait dit ça, vraiment, ça aurait été le plus gros gag qu'on m'aurait raconté. Un garçon qui se maquille, ha ha ha,
Voilà, quand on a compris le sens que ça a, ce qu'en pensent les autres, après tout, ils n'ont qu'à essayer, ils verront bien. Je le trouve très beau. Une fois maquillé avec une peau un peu bronzée, les yeux faits, oui, en plus ça lui va très bien. Et comme il est très élégant, Pour ce qui est ça n'y gâche rien. d'un cosmétique, pour moi, c'est fait. Ça fait partie du plaisir aussi, la préparation. Plus on prépare, mieux, ça paraît idiot, mais plus on prépare, mieux on est prêt. Ouais, c'est bien. Oh, c'est chic. Coiffés, maquillés, pomponnés, Pierre et Framboise découvrent maintenant le Palais des Sports de Pau où se déroulera le championnat de France de danse sportive. Alors ça y est, on y est là, ça fait des mois de préparation pour le jour J. L'enjeu, c'est d'arracher une place en finale, et c'est pas gagné, il va falloir se déchirer, se battre à chaque tour. Voilà, vestiaire senior 3, c'est bien chez nous. Pour le couple, c'est le moment de repérer la piste et de commencer l'échauffement. Et tout de suite, Framboise se sent dans son élément. On mange danse, on pense danse, on s'habille danse. Oui, c'est une drogue. Dès que je suis rentrée sur la piste, je me suis dit, mais ça, c'est mon monde, je suis bien là. Quant à Pierre, ingénieur en informatique, même si on le voit très à l'aise aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas. Qui a l'air un peu guindé, un peu coincé, comme ça, et un peu cucu, quoi. Et puis, donc moi, je n'hésitais pas du tout, et puis même j'ignorais que ça existait. Ça évoque le thé dansant, le bal musette, la valse de papa, et puis l'ouverture du bal du 14 juillet, quoi. Alors on danse. Et c'est à l'occasion du mariage de sa fille que Pierre a pris ses premiers cours de danse. Il y a un peu plus de 10 ans, donc 40 ans, on m'aurait dit dans 3 ans tu fais la compétition, j'aurais éclaté de rire, c'était pas possible. Et maintenant on me dirait tu danses plus, je tombe en dépression. Dans la catégorie senior, ils sont 32 couples de danseurs à concourir pour le titre de champion de France de danse sportive. Cette danse, c'est la valse lente. Elle fait partie des 5 figures imposées dans ce concours. Il y a aussi le tango, la valse viennoise, le quick step, et le slow fox. Ils ont 1 minute 30 par danse pour convaincre les juges. Alors le système de la notation pour l'instant, c'est sur la comparaison. Donc les juges vont comparer les couples entre eux sur des critères bien précis. L'utilisation des pieds, du corps, des jambes, la coordination entre le danseur, la danseuse, mais également l'utilisation de la musique, la dynamique sur la piste. Donc ça, ce sont des critères qui ont été clairement établis par la Fédération internationale et que la Fédération française de danse, évidemment, reprend. Même si les candidats semblent s'exécuter avec facilité, la danse est très physique. 1 minute 30 de valse correspond en effet à un 100 mètres olympique. S'il y a des gens qui pensent que la danse, c'est une danse de vieux, non, il faut s'enlever ça de la tête, c'est du sport. Premier tour, 94, 95, 98. Sur la piste, il ne reste plus que 12 couples. Pierre et Framboise doivent faire un sans faute pour se qualifier en finale. Après tout un après-midi d'éliminatoire, le couple fait le point sur ses prestations. On n'est pas super content. Il faut que les autres aient un peu moins dansé. C'est pas parce qu'on aura super bien dansé, c'est parce que les autres auront moins bien dansé que nous si on passe. Là, on n'est pas, je sais pas de l'extérieur, mais sensation intérieure. On n'était pas ensemble, on était pas au top, on a fait quelques erreurs dans la Corée. Non, c'est pas satisfaisant du tout. Regardez où il est. Oh, Ah,
c'est marqué sélectionné. Ah ouais, parce que ça pourrait être éliminé. Bon, allez. Voilà. Je suis contente d'être en finale, donc peu importe la place. Et c'était ça, c'était le but. Si je finis 6e, je serais heureuse. Non. Voilà, la réponse de Pierre. Non, il en veut plus. Donc si on peut faire plus, pourquoi pas. Hein. On peut. Je serais ravie. On peut. Si Pierre a dorénavant l'âme d'un compétiteur, c'est que la danse est devenue pour lui vitale. J'ai eu un problème de santé il y a quelques années. Soit je m'installe dans la maladie et puis je suis tout le temps au lit, tout le temps fatigué. Soit j'ai quelque chose qui me donne envie de me lever, qui me fait plaisir et qui m'aide à aller plus loin, et ben, c'est la danse. On est assez content de notre finale. On a fait quelques petites bêtises. Super. Elles sont C'était mutuelles, super. donc Bravo. ça va. Bravo. Vraiment. Super. Moi, je suis super heureux. On a dansé vraiment peut-être à 90% de ce qu'on peut. C'est génial. À la 3e place, Pruvot Thierry et Pruvot Sylvie de Vienne. Médaille d'argent, Baron Pierre et Bélanger Françoise. C'est avec étonnement et bonheur que Pierre et Framboise décrochent la 2e place. Compliment. À la 1re place, ce sont les tenants du titre depuis 5 ans qui raflent la médaille d'or. Elle est pas au chocolat. On s'est donné à fond, on a essayé de se lâcher au maximum, d'aller chercher tout ce qu'on pouvait ressortir du travail de l'année. Et puis ça a payé. Si Pierre et Framboise ont réussi leur pari, qu'en est-il de Dominique, notre pizzaiolo des montagnes? Le voilà au parc des expositions de Paris pour la grande finale. Pour l'instant, je respire bien. Et comme vous pouvez voir, vous avez tout le monde qui est là, 100 ou 150 personnes qui sont là en train de vous regarder. Et c'est ça qui fait monter l'adrénaline. Le deuxième stress, c'est de présenter la pizza au jury et de savoir l'expliquer. La France compte environ 15 000 pizzaiolos. Aujourd'hui, ce sont les 35 meilleurs qui vont s'affronter. Julien Panet est l'organisateur de cet événement. L'intérêt de faire des concours pizza est de montrer le meilleur visage des pizzaiolos, de leur savoir-faire, et tous donc essayent de concourir dans un esprit à la fois festif, à la fois d'échange, afin d'élire les meilleures pizzas françaises, et ils savent ce qu'ils ont à faire, donc certains sourceront, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Tu vuoi fare l'americano? C'est bon, on a vu. Ok, il faut qu'il y ait une cuisson homogène. Les concurrents ont 15 minutes pour réaliser la meilleure pizza, selon les critères définis par un jury de professionnels titrés. Et le président, ce n'est pas n'importe qui. Je suis monsieur Zawi Rabat, donc maître artisan pizzaiolo, maître restaurateur, champion du monde de Pizza Douai, champion du France Pizza Tour en 2010. Je dirais aujourd'hui, on ne bouffe pas une pizza, mais on va manger une pizza. Donc c'est ça, la qualité est là. Dans cette compétition, l'originalité fera la différence. Un peu tendu quand même. Ouais, c'est mon premier concours, donc c'est vrai que pour se situer par rapport aux autres, on sait à peu près notre niveau comme ça. Vas-y Giorgio, fais tout voler. Ah, ça c'est du Giorgio ça. La recette, je l'ai. C'est une recette qu'on mange normalement en antipasse et moi je l'ai élaborée pour mettre sur la pizza.
Dominique Masson, on applaudit. Maintenant, c'est au tour de Dominique. Pour épater le jury, il se lance dans l'une de ses créations dont il a le secret. Une pizza à base de fondu de poireaux et de carpaccio de Saint-Jacques, garnie de tomates cerises caramélisées. Cuisson très importante. C'est beaucoup de points la cuisson. Jukebox è una magica invenzione. Jukebox, pochi soldi, una canzone. Jukebox. Ça trouve un peu petite au niveau du diamètre, hein? Juste 29. 29 là? Oui. Ça a été mesuré? Oui? Les doigts. Ok, très bien, je vous fais confiance. Bon, vous voyez un peu la cuisson? Ouais. Comment vous la trouvez là? Comment vous la trouvez? Elle est crue. Hein. Elle n'est pas assez cuite, dessous. Ouais. Pas assez cuite. Donc c'est pour ça que je l'ai soulevé tout à l'heure et je vous ai fait voir. Hein. Je veux une cuisson homogène, identique, dessous comme dessus. Hein. À vous de régler votre four si le besoin est. Vous m'avez émerveillé en la voyant, de mes yeux. Au niveau du goût, un peu moins. Merci. Merci. La cuisson n'était pas terminée de sa pâte à pizza, donc on a eu du mal. Elle était plutôt élastique, avec donc une garniture par-dessus qui est venue imbiber la pâte, qui la rendait encore moins cuite et moins croustillante. Hein. Un peu pâteuse en bouche. Le jury n'a pas été tendre avec notre pizzaiolo du Vercors. Il ne reste plus qu'à attendre le verdict final. La télé, excusez-moi, vous n'avez plus droit d'accès à ce passage. Nous allons délibérer. Je suis vraiment désolé. Vous verrez les résultats comme tout le monde tout à l'heure. Merci de votre compréhension. Jusqu'à la dernière minute, le secret est bien gardé sur le nom du gagnant. On va passer rapidement au résultat, parce que c'est ce que tout le monde attend. Le champion de France, c'est Georges Lescuyer. Il a fait ce soir, il a su faire la meilleure pizza du concours et il n'y a rien à dire, sans commentaire. D'ailleurs, il n'a plus de voix. Tu peux t'exprimer? Non. Eh bien voilà, c'est tout dit. Quant à Dominique, ce n'est pas encore cette fois qu'il sera élu meilleur pizzaiolo. Et même s'il finit parmi les derniers du concours, il reste bon perdant. Ça va regarder les sourires. Hein. En tout cas, c'est un bon pote à moi qui a gagné. Et je savais qu'il était très très fort. Pour moi, ça reste encore une étape, une étape supplémentaire. L'aventure pizzaiolo continue en tout cas. Puis on va continuer de faire des bonnes pizzas au quotidien, tous les jours, pour nos clients. Voilà. C'est à Marseille que nous retrouvons Rémi, notre jeune maître d'hôtel, qui concourt aujourd'hui pour la coupe Georges Baptiste. Je suis en pleine forme, bien arrivé à Marseille, donc prêt pour passer le concours aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De gagner. Ils sont 11 finalistes qui représentent les plus grandes maisons françaises. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue à la finale de la Coupe Georges Baptiste, 51e du nom. Je pense que ça va être une journée éprouvante pour vous. Investissez-vous, je sais que vous avez une année entière de travail qui a été réalisée. C'est la consécration, mais pensez que vous allez vous faire plaisir et soyez contents de prendre le service avec le sourire. Il y a 24 ans, Franck Languille, aujourd'hui président de la Coupe Georges Baptiste, remportait ce même concours. Personnellement, ça m'a permis de décrocher un très bon travail, puisque c'est quelque chose qui est très présent sur votre CV, que l'on met vraiment en avant, et tout professionnel rêverait d'avoir dans son établissement un ancien vainqueur de la Coupe Georges Baptiste. Je suis maintenant maître d'hôtel au restaurant de l'Assemblée nationale. Durant une matinée, les candidats enchaînent les ateliers pratiques sous l'œil des professionnels. Réalisation d'un cocktail, reconnaissance de fromage, accords mets et vins, découpe et dressage ou encore flambage. Ils sont jugés sur des gestes techniques qu'ils doivent maîtriser à la perfection. Et c'est parti pour Rémi. Il commence très fort avec l'épreuve clé du concours, prendre une commande en anglais à partir d'une carte inconnue. With it's kind of chocolate. Chocolate cake. From Caribbean, yes. C'est 5 sur 5, ouais. D'accord. Bon candidat. On attend de voir les autres, mais c'était très bien. Bon niveau. Parmi les membres du jury, on retrouve Frédéric Kayser. C'est un privilège réservé aux anciens lauréats. S'il n'a pas le droit de juger son élève, et c'est normal, il n'en perd pas pour autant de vue sa prestation.
Je trouve qu'il était un petit peu stressé au départ et puis que finalement, bon, ça se passe au niveau dialogue, au niveau explication un petit peu, ça se passe bien. Donc je suis assez content de ce qu'il est en train de réaliser, donc c'est bien. C'est bien. À vous de jouer. Très bien. Donc voici, mesdames, messieurs, cette dorade brillée. Autre épreuve qui doit être une formalité, le filetage de la dorade. Rémi applique à la lettre les conseils de son maître. Voici donc cette dorade royale qui a été préparée grillée. Donc malgré toute mon attention, il peut subsister des arêtes au cœur donc du filet qui sont vraiment un petit peu plus à l'intérieur et malheureusement j'ai pas envie d'abîmer trop le poisson. Donc c'est pour ça que je préférais le servir. Je trouve ça moyen de s'excuser qu'il risque de rester des arêtes. Oui, ça se fait pas. Ça se fait pas quoi. Moi je suis dans un restaurant, ils me disent est-ce que j'ai peut-être oublié des arêtes? Non. C'est un petit 10. Un 10. Moi 8. 8. 8. On va mettre 9 alors. Vous êtes 10 ou? Oui. D'accord. 9. Ok. 9 sur 20, une note décevante et pénalisante pour Rémi. Je me sens dans le doute en fait, je suis en train de repenser plus à les erreurs que j'ai faites par rapport aux choses bonnes. Le niveau où je me situe, on va voir à la fin. Après 2 heures de délibération, le président Franck Languille annonce les heureux gagnants. Alors j'annonce à la 3e place, Monsieur Segui Rémi, Hôtel Le Bristol, Paris. Alors à la 2e place, nous avons Monsieur Constantini Arnaud, le Four Seasons. À la 1re place, Monsieur Aglab Olivier, Hôtel Meurice, le Meurice. Alors là, je suis sûr, 3 étoiles Michelin. 3e place pour Rémi. Il est malgré tout satisfait de son résultat. En première, c'est ce qu'on s'était dit, que ce soit au moins sur le podium, c'était déjà bien. Donc non, on est très contents. Ça récompense déjà les efforts qu'il a fait, l'entraînement, et puis je suis très fier de lui et je suis sûr qu'il va faire que c'est pour lui l'année prochaine. Frédéric Kayser, alors vous semblez satisfait de la place de 3e de votre poulain à ce concours pour le meilleur maître d'hôtel? Tout à fait. Écoutez, je pense que c'était la première fois qu'il préparait le concours. Donc finir 3e déjà à ce concours, à ce niveau-là, je trouve que c'est déjà quelque chose de très bien et une belle performance. Mais dites donc, vous qui êtes directeur de salle d'un grand restaurant de palace parisien, vous lui avez quand même donné un mauvais conseil. Alors quand vous lui dites il faut prévenir ceux qui mangent qu'il peut rester des arêtes. Voilà, c'est important de dire que malgré toute la vigilance qu'on a, il peut subsister quelques arêtes dans le poisson. Apparemment, ils l'ont mal pris, le jury. Oui, c'est vrai que... On le précise parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser parce qu'on essaye d'éviter la mauvaise surprise du client. Oui. Alors justement, Franck Languille, vous qui êtes président de ce concours, de cette coupe, Georges Baptiste, il faut dire ou il ne faut pas dire? Est-ce que ça a été une faute professionnelle, finalement, enfin, entre guillemets? Est-ce que ce conseil, justement, a fait perdre Rémi? Non, je ne pense pas que ce conseil l'ait fait perdre du tout. Il a voulu informer les clients. Je pense que c'est la façon dont c'était présenté, dont ça a été formulé. Malgré toute mon attention, il peut subsister des arêtes au cœur donc du filet qui sont vraiment un petit peu plus à l'intérieur et malheureusement, je n'ai pas envie d'abîmer trop le poisson. Donc c'est Rémi qui l'a mal formulé finalement. Je pense qu'il aurait dû le présenter un petit peu différent en informant le client qu'il était susceptible de trouver une arête. Alors Franck Languille, vous qui êtes aussi et surtout le responsable du restaurant de l'Assemblée nationale, ce concours, c'est vraiment une reconnaissance du métier? Oui, concours du meilleur maître d'hôtel. Je pense qu'on veut honorer le service de salle, on veut mettre en avant le travail de maître d'hôtel. On parle énormément des cuisiniers, on parle rarement des maîtres d'hôtel qui vous accueillent à l'entrée du restaurant et qui vous jusqu'au départ. Donc je pense que c'est des gens qui sont complètement présents et on veut mettre en avant le service de salle et c'est le concours référent, le seul et l'unique au niveau national, européen et international aussi. Et alors, je crois que votre épouse aussi
a obtenu ce concours. Exactement, tout la à Coupe fait. Georges Baptiste. Tout à fait. Et il y a de la compétition entre vous? C'est pas la compétition, c'est de la stimulation. C'est de la Il s'en sort bien. Hein. Voilà, il s'en sort bien. C'est de la stimulation et c'est vrai que c'est quelque part, on se comprend dans notre métier. Et puis, quelque part, on se donne aussi nos petites ficelles, nos tuyaux, des petites techniques. Et c'est très stimulant. Parce que pour la vie de famille, ça ne doit pas être simple tout le temps, non? C'est un métier très difficile, je pense, Ouais. très exigeant et qui vous demande beaucoup de sacrifices. Combien d'années, vous diriez, pour atteindre l'excellence? Je pense que la Coupe Georges Baptiste, c'est quelque chose qui est tout à fait de référence, puisqu'on dit à peu près 30 ans. On demande à une personne d'avoir une quinzaine d'années d'expérience, entre 10 et 15 années d'expérience. Vous sortez de l'école hôtelière, si vous avez un parcours classique, vous partiez un petit peu à l'étranger, vous revenez en France, vous faites quelques maisons, on vous propose un poste d'assistant maître d'hôtel, comme Rémi. Rémi a un poste d'assistant maître d'hôtel aujourd'hui dans un palace parisien. Il essaye la Coupe Georges Baptiste, en espérant peut-être avoir un poste de maître d'hôtel d'ici, je ne sais pas, 3-4 ans. Ça le fera accéder. Un peu moins, je pense, un peu moins. Ce qui veut dire qu'il peut prendre votre place après. Non, vous écoutez, êtes encore... c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas, et c'est tout ce que je souhaite à des personnes qui évoluent comme Rémi, que ce soit chez nous ou dans d'autres maisons. L'étape supérieure, bien sûr, après, c'est vous maître irez à d'hôtel. l'Assemblée nationale, c'est pas grave. Non, parce que Franck doit travailler encore un tout petit peu. Vous irez au Sénat, ça tourne. Alors justement, Franck Languille, au restaurant de l'Assemblée nationale, j'imagine que certains de nos députés ont des habitudes. Nos parlementaires sont des clients qui font très attention à leur ligne. Ah bon ? Je vois depuis quelques années que je suis à l'Assemblée. Ils avaient un bon coup de fourchette. Non, je pense que cette époque est relativement révolue. Je pense que le parlementaire, qu'il soit féminin ou masculin, fait très attention à ce qu'il consomme, à ce qu'il boit, à ce qu'il mange, et ce qu'on lui met dans l'assiette. Beaucoup plus de poissons grillés ou de choses à base de, je dirais, citron ou huile d'olive. On fait beaucoup plus attention à sa ligne, à son régime. Et des pourboires, ça se donne à l'Assemblée ? Le pourboire est interdit au restaurant. Ah, c'est interdit. Voilà. Et certains sont généreux malgré tout, c'est vraiment interdit? Non, c'est interdit, c'est complètement interdit. Ah oui. C'est vraiment la différence avec, j'imagine, les palaces. Exactement, je pense qu'il a fait les mauvais choix là sur ce coup. Attention. On ne parle pas de choix. Vous êtes vénal en disant cela. Pas du tout. C'est une petite boutade alors, à Franck. il a fait le mauvais choix. Non, mais parce que les pourboires, c'est ce qui, effectivement, j'imagine aussi rapporte... Je pense que c'est pas un moteur. Bien sûr que c'est une récompense pour l'ensemble de l'équipe. Oui. On se dit, effectivement, même si le client nous dit merci, on a passé un très bon moment parmi vous. C'est mieux s'il y a un petit billet. C'est ça que vous êtes en train de dire. Pas du tout. C'est concret. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est vrai que quelque part, à travers ce geste, on comprend qu'effectivement, il est vraiment content. Il est content. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis encore, qu'est-ce que je vais vous dire, de jolies compétitions quand même. Hein ? En tant que coach. Jury, oui. En tant que coach, je pense qu'il est là. Et puis, une belle compétition pour l'année prochaine, je pense. On a vu quelque chose à Marseille d'exceptionnel. Faisons aussi bien pour l'année prochaine. Voire mieux. Merci à tous les deux. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.